Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, le tabou de la hausse des impôts prêt à sauter. Face à la gravité de la situation budgétaire, Michel Barnier ne s'interdit pas d'activer le levier fiscal. Les patrons de la Cour des comptes comme de la Banque de France plaident en ce sens. Augmenter les impôts, oui, mais lesquels? C'est notre grand débat. Ce soir, c'est le procès de l'impensable. Interview franc-parler ce soir sur le procès hors norme de Mazan, sur la soumission chimique de Gisèle Pelicot. Notre invitée est féministe, ancienne ministre. Elle réfléchit depuis des années à la définition juridique du viol. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, la France doit-elle, comme l'Allemagne, reprendre le contrôle de ses frontières? Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà donc pour le programme. Ça vous regarde. Top générique. Ironie de l'histoire, c'est donc un homme de droite qui lève le tabou de la hausse des impôts. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier envisage, selon plusieurs sources, de demander un effort fiscal aux plus fortunés. Gabriel Attal et Gérald Darmanin se cabrent. Un totem macroniste est-il en train de tomber? Et puis surtout, derrière toutes ces postures, quels impôts augmenter sans casser l'attractivité? Bonsoir David Amiel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Ensemble pour la République de Paris, le nouveau nom du camp présidentiel. Bonsoir Emmanuel Morel. Bonsoir. Bienvenue, député du Val d'Oise, ancien socialiste. Vous siégez aujourd'hui dans le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir François Girolf. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, économiste à l'OFCE. Et bonsoir Marc Vigneault. Bonsoir Myriam. Très heureux également de votre fidélité à cette émission, journaliste économique à l'Opinion. Merci à tous les quatre. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap, signé ce soir par Bruno Donnet. Et bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, un Premier ministre déjà en fâcheuse posture. Oui, Michel Barnier n'a pas encore formé son gouvernement, mais il est déjà dans l'embarras. La faute à un patient très mal en point qui a pour nom l'économie française. Et pourtant, vous souvenez-vous de ça? Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. C'était en juin dernier, le ministre de l'économie, gilet de sauvetage en bandoulière, pas peu fier de nous annoncer qu'il avait sauveté à peu près tout. J'ai sauvé les usines, j'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Le hic, c'est qu'à force de sauvetage tous azimuts, Bruno Le Maire a creusé la dette et les déficits publics. Du coup, ce matin, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a tiré ici même, à l'Assemblée nationale, le signal d'alarme. Si rien ne change, le déficit continuera d'augmenter après 2024 si aucune mesure d'ajustement n'était prise. Il pourrait s'élever à 6,2% en 2025. Ce serait un dérapage de 60 milliards d'euros. Et comme les oiseaux de mauvais augure volent bien souvent en escadrille, ce matin encore, le gouverneur de la Banque de France a lui aussi dressé un constat sans appel. En France, nous avons trop de dettes et nous n'avons pas assez de croissance. François Villeroy de Galhau est allé redire à la télé ce qu'il avait déjà confié un peu plus tôt à nos confrères du Parisien, non sans glisser une petite piste pour redresser les finances publiques. Il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables, par exemple tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Aïe, 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 il faudra lever le tabou sur les hausses d'impôts qu'il a dit. Plus qu'une petite phrase, il s'agit là, Myriam, d'un gros pavé dans la mare qui n'arrange pas du tout les affaires de Michel Barnier. Alors quel est le problème avec ces hausses d'impôts? Le problème, Myriam, c'est que si le sujet ne doit plus être considéré comme un tabou par les tenants de l'équilibre budgétaire pour le canal historique de la Macronie, c'est une autre histoire. C'est carrément un totem, une ligne rouge à ne surtout pas franchir, et Gérald Darmanin est allé le dire on ne peut plus clairement ce matin sur l'antenne de France 2. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale, puisque je vais redevenir député, un gouvernement qui augmente les impôts.
Bref, pendant que les orthodoxes d'une économie saine recommandent d'augmenter les impôts, ceux qui les ont fait baisser de plus de 50 milliards en 7 ans refusent catégoriquement d'en entendre parler. Effet collatéral de la dissolution, Michel Barnier et nous-mêmes vivons une époque dissolue. Merci beaucoup Bruno Donnet. David Amiel, je commence avec vous. Vous êtes sur la ligne Darmanin. Vous aussi, vous ne participerez pas à un gouvernement Barnier qui augmenterait les impôts des plus riches. C'est clair ? Je pense qu'il faut être d'abord très clair sur ce dont on parle. Est-ce qu'on peut revoir la structure des impôts pour la rendre plus juste, plus efficace? Bien sûr, on a fait un certain nombre de pistes, j'en ai proposé moi-même sur la question des super profits, sur la question des rachats d'actions, sur la question des allègements de charges, comment est-ce qu'on les redessine pour permettre la désmicardisation de la société Donc déjà, française, j'entends que la porte est ouverte pour le macroniste que vous êtes. Est-ce qu'il Nuance peut y avec avoir, Darmanin. comme réponse au déficit public français, à la dette publique auquel votre reportage faisait allusion, une augmentation généralisée des impôts? En revanche, je ne le crois pas. À quoi joue Gérald Darmanin, qui a dit tout haut ce que lui a dit Michel Barnier en réunion de groupe, vous y étiez, pas moi, hier à l'Assemblée, en expliquant très clairement, c'est simple, j'irai pas au gouvernement parce que Michel Barnier veut augmenter les impôts, il a été très clair. C'est quoi? C'est de la petite politique? Non, je crois pas. D'abord, c'est un débat de fond. C'est pas de la petite politique que d'avoir un débat important sur la manière dont on va réduire de dévoiler le la déficit teneur public. d'un échange avec le Premier ou pas ministre. Augmenter les impôts, le cas échéant, desquels parle-t-on? Enfin, en tout cas, ce débat-là n'est pas médiocre. Je crois qu'ensuite, ce que Gérald Darmanin dit, c'est qu'effectivement, une augmentation généralisée des impôts, c'est pas ce qu'il dit exactement. Réponse à la déficitation de la dette française, ne serait pas appropriée dans un pays qui est d'ores et déjà le champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Et vous citiez Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. L'un et l'autre, dans leurs interviews, vous avez montré seulement un extrait, ont insisté sur le fait que l'effort principal devait porter sur la réduction des dépenses publiques. Donc la ligne rouge, pour vous, et je fais circuler la parole, c'est les impôts ne doivent pas augmenter pour les classes moyennes. C'est bien ça. Mais par contre, tout ce qui est capital, très haut revenu, super profit, vous dites oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est clairement ça? Ce qui est très important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas d'affaiblissement ni du pouvoir d'achat des classes moyennes, qui reviendrait d'ailleurs politiquement à précipiter les classes populaires dans les bras du Rassemblement national, et qu'il n'y ait pas un affaiblissement de la compétitivité de notre économie à un moment où justement tous les efforts doivent être dirigés vers la réindustrialisation. Mais la porte est ouverte sur les très hauts revenus, pour le dire très vite. La Chine, mais Gabriel Attal lui-même dans son gouvernement avait préparé des mesures qui concernaient le rachat d'actions ou l'amélioration de la taxation des super-profits. Ces mesures ciblées-là, on en avait discuté, une augmentation générale des impôts, nous n'y sommes pas favorables. On va y venir dans le détail. Quels impôts précisément, sur quels revenus? Emmanuel Morel, heureuse nouvelle d'une certaine façon. Michel Barnier va peut-être piocher une petite partie dans le programme du NFP. Merci, le nouveau Premier ministre. Déjà, l'ironie de l'histoire, comme vous le disiez. Vous avez un Premier ministre qui est issu de la droite, qui a passé toute la campagne, comme les macronistes d'ailleurs, à fustiger le programme du nouveau Front populaire en disant « ces gens-là vont augmenter les impôts ». Puis finalement, ils se rendent compte. Mais pourquoi on en est là? Parce que la France a été très mal gérée. Ce que mon collègue oublie de dire, à la fois dans l'interview de M. Villeroy de Galhau et dans le rapport de la Cour des comptes, c'est un constat sévère, accablant pour la gestion de Bruno Le Maire, avec une dette colossale, avec un déficit public qu'on nous annonçait à 4%, et aujourd'hui c'est presque 5,6% du PIB. Bref, la France a été mal gérée. Et là où je pense que nos amis macronistes sont gênés, enfin nos amis, c'est une façon de parler, vous le disiez d'ailleurs très bien à l'instant, et d'ailleurs de ce point de vue-là, ce que dit Darmanin, c'est intéressant, ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts des riches. Pourquoi? Parce que précisément, ils les ont baissés. Alors on voit tout de suite qu'il y a quand même des nuances dans cette Macronie, peut-être une aile plus à gauche, une aile plus à droite. En l'occurrence, Canal officiel, et vous dites vous-même, c'est un totem. C'est surtout, il y a un tabou chez les proches du président de la République, c'est revenir sur une série de réformes qui a été faite au profit des plus aisés et des grandes entreprises. Parce que quand même, une des raisons pour lesquelles on en est là, c'est parce qu'il y a eu la réforme de l'impôt sur la fortune, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la flat tax pour les plus hauts revenus, parce qu'il y a eu toute une série de mesures. Il y a eu aussi toute une série de crises, des boucliers tarifaires sur l'énergie, ça vous le concédez? Alors parlons-en. Alors pas trop longtemps parce que je voudrais faire circuler la parole. 45 milliards d'euros, alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple qui a été empruntée par d'autres pays européens, qui était de s'exonérer des règles absurdes du marché européen de l'électricité. Par dogmatisme, M. Le Maire a fait exactement le contraire et il a mis 45 milliards pour un bouclier tarifaire. D'autres pays comme l'Espagne, ça c'est le passé, c'est fait. Ah bah oui, d'accord. Mais là, il y a une vraie discussion qui va s'ouvrir. C'est bien de comprendre pourquoi on en est là avant de commencer à réfléchir sur les impôts. C'est simple. C'est
Pourquoi faire ? Et quels impôts ? Alors on y vient. Mais déjà, on entend quand même que finalement ce tabou est en train quand même un peu de tomber. Il n'y a pas le choix. C'est une question. Je termine avec les politiques et je vous donne la parole juste après aux experts. Bonsoir Véronique Louwagie. Et merci d'être en duplex avec nous dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. La hausse des impôts, c'est aussi une ligne rouge à droite. On a très clairement entendu Laurent Wauquiez. Elle est inévitable à vos yeux aujourd'hui au regard de nos finances publiques ? Alors, juste rappeler qu'effectivement, la situation de nos finances publiques est fortement dégradée et que nous sommes dans une situation alarmante. Cela a été redit par le premier président de la Cour des comptes ce matin. Mais il nous faut absolument, effectivement, amorcer une trajectoire de diminution de notre déficit. Parce que ce déficit, il conduit à une dette qui devient aujourd'hui à un niveau qui n'est plus supportable et qui n'est pas acceptable. Mais la réponse au déficit excessif que nous avons ne peut aucunement être une hausse d'impôts. Parce qu'il faut soigner le mal. Pour les plus riches, même sur nous avons la question des hauts revenus ou des entreprises très profitables, Madame Louwagie ? Vous avez au niveau des prélèvements obligatoires aujourd'hui un niveau où la France est sur le haut du podium. Il y a une acceptabilité par rapport à l'impôt, il y a un sujet de consentement à l'impôt, il y a un ras-le-bol fiscal. Et si vous augmentez les impôts, vous faites peser ces impôts sur les ménages ou sur les entreprises. Mais est-ce que vous apportez une réponse à la situation du déficit ? Si nous avons un déficit aujourd'hui très élevé, c'est parce que nos dépenses publiques, notre niveau de dépenses publiques est très largement supérieur à celui de la moyenne des autres pays européens. Il y a un consensus des économistes, Madame Louwagie, et donc vous ne pour une fois ils sont le d'accord, mal. C'est ma dernière question. Pas le mal. Pour dire que si vous ne faites que baisser les dépenses, il y a 30 milliards d'euros à trouver pour l'année prochaine, en 2025, vous cassez la croissance, vous plongez le pays dans l'austérité. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, il faut aller sur une diminution des dépenses publiques avec un bon dosage, parce qu'effectivement, il ne faut pas étouffer l'économie. Mais il faut évaluer les dépenses publiques. Il y a des bonnes dépenses, il y a d'autres dépenses qui ont moins d'efficacité. Nos dépenses publiques ont énormément augmenté sur ces dernières années. Pour autant, est-ce que la qualité des services publics a, elle, augmenter. Voilà, je pose la question aux uns et aux autres. Et si vous ne soignez pas le mal là où il est, vous pouvez augmenter les impôts l'année prochaine et dans 2 ans, nous nous retrouvons dans une situation avec un déficit de nouveau important et derrière une dette qui croît. Donc nous ne pouvons pas nous exonérer de faire une revue de nos dépenses. Bien compris, cap sur la baisse des dépenses, la droite est très claire et vous êtes sur la ligne Wauquiez et non pas sur la ligne Barnier. François Gérolles, vous êtes l'économiste de ce plateau. On a vu les chiffres, on est à 3 000 milliards de dettes, près de 6% sans doute de déficit, c'est catastrophique. C'est considérable, oui. Alors, est-ce que l'économiste que vous êtes nous dit ce soir, c'est inévitable, il va falloir les augmenter ces impôts sur les très hauts revenus, sur le capital ? En tout cas, si on veut revenir effectivement à 3% de déficit, et aussi bien Pierre Moscovici que François Villeroy-de-Galhau ont ouvert le fait que potentiellement les règles ne seraient pas respectées à l'horizon 2027, mais qu'il fallait se donner 2 ans supplémentaires pour revenir à 3%. Mais même pour revenir à 3% en 2029, ça fait de l'ordre entre 100 milliards et 150 milliards d'euros d'économies ou d'impôts supplémentaires à trouver, c'est absolument considérable. La question, c'est est-ce qu'on peut faire ça uniquement sur les dépenses ? Même si on oublie les effets économiques de multiplicateurs du fait de savoir un effet négatif sur l'activité économique, ça me paraît juste infaisable. On sait que ça prend énormément de temps. On parle toujours de diminution de dépenses. Ça serait taillé dans la fonction publique, de l'école, de l'hôpital, de la sécurité. Oui, mais on l'a déjà beaucoup fait. L'hôpital est quand même déjà à l'os. Enfin, à mon avis, il y a beaucoup de difficultés déjà. On a déjà fait beaucoup d'économies. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment économiser autant d'argent sur si peu de temps ? À mon avis, la réponse est non. Alors, la réponse est non. Marc Vignaud, expliquez-nous, vous suivez la préparation de ce budget pour votre journal L'Opinion au jour le jour. Que veut faire Michel Barnier ? Eh bien alors, bon, il est dans tout le processus de négociation politique avec les partis qui peuvent éventuellement constituer sa majorité. Donc c'est extrêmement instable. Mais effectivement, Michel Barnier fait le raisonnement que ça va être extrêmement dur de trouver suffisamment d'économies par les dépenses l'année prochaine. Et donc, il faut en passer pour une petite part
pour une petite part, j'insiste, par des hausses d'impôts. En plus, il a parlé de justice fiscale, puisqu'il a senti que dans le pays, il y avait un besoin de justice fiscale. Il a dit l'expression dans la cour de Matignon lors de la passation de pouvoir. Qu'est-ce qu'il met derrière ce mot de justice fiscale? Quelles sont vos informations? C'est difficile de savoir sur l'impôt des personnes. On ne sait pas encore quelles sont les pistes qu'il explore. Ce qui est sorti, ce que nous, on a comme information, c'est qu'il a demandé à Bercy une surtaxe, de penser à une surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait fait exactement la même chose en arrivant. Il avait un contentieux fiscal qui était hérité de la période François Hollande et il a fait, pour boucher les trous, il a fait une surtaxe d'impôt sur les sociétés, sur les grandes sociétés. Impôt sur les sociétés, pour ceux qui nous regardent, de toutes les entreprises, quel que soit leur profit. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises. Le seuil est à fixer, évidemment. CAC 40 oui, la cible, c'est le CAC 40, mais ça sera peut-être un peu plus large. Il faut regarder le seuil de chiffre d'affaires. En 2017, encore une fois, ça avait été fait, donc il faudrait regarder le chiffre d'affaires qui avait été retenu, mais ça peut être une option. Et donc ça permet de faire rentrer de l'argent très très vite, et ça a l'avantage de faire rentrer de l'argent dès 2024 si on choisit de prélever sur ce qu'on appelle le 5e acompte de l'impôt sur les sociétés. Et donc c'est une solution qui permet de redresser les comptes assez vite. Combien ça fait rentrer dans les caisses de l'État? Ça dépend comment c'est calibré, mais c'est plusieurs milliards d'euros. Donc si on estime que c'est 20 à 30 milliards qu'on cherche pour l'année prochaine, si on récolte 5 milliards du côté de l'impôt sur les sociétés, c'est déjà pas mal. L'autre info qu'on sort ce soir dans l'opinion, c'est que Michel Barnier, il veut, comme beaucoup de partis dans le spectre politique, essayer de revoir les allègements de charges patronales qui sont très concentrés sur les bas salaires, parce qu'on a voulu créer beaucoup d'emplois en diminuant les charges sur les bas salaires. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que peut-être ça crée une trappe. C'est la fameuse désmicardisation dont parlait Gabriel Attal. C'est deux totems dans le totem, si j'ose dire, parce que là, on est sur la politique de l'offre, qui consistait à faire baisser le coût du travail par des exonérations de charges sur les entreprises. Et là, on touche à ça. Et donc, impôt sur les sociétés. En plus, là, ça touche toutes les entreprises. Bon, toutes les grosses entreprises. C'est énorme ce que vous nous dites là ce soir. Sur les cotisations sociales, Michel Barnier, il veut en prendre une petite partie. Il faut savoir que ces exonérations de cotisations sociales, ça pèse à peu près 75 milliards d'euros. Michel Barnier, ce qui circule, c'est qu'il voudrait en récupérer de l'ordre de 4 milliards. Mais l'objectif principal de cette mesure, c'est d'augmenter les exonérations pour des salaires qui vont de 1,2 à 1,6 SMIC, c'est-à-dire des gens qui ont été rattrapés par l'inflation, dont les salaires ont été rattrapés par le SMIC qui est, lui, indexé sur l'inflation. Et donc, on veut accentuer les exonérations de charges à ces niveaux de salaire pour inciter les entreprises à augmenter les salaires. Parce qu'aujourd'hui, quand elles augmentent les salaires, on fait rentrer des recettes et on essaye d'augmenter les salaires et le pouvoir d'achat en même temps, c'est ça? Voilà. Et donc, dans cette vaste opération un peu technique, Michel Barnier se dit, mais tiens, au passage, si je reprenais quelques milliards d'exonération de charges, ça serait un petit peu indolore pour les entreprises parce qu'il en resterait beaucoup et qu'en plus, il y a beaucoup de Français qui sont dans les niveaux de salaire visés où il y aurait plus d'exonération de charges. Et donc ça, c'est une manière de prendre un petit peu de chaque côté et d'arriver à trouver quelques milliards. François Girolf. Comme l'a dit Marc Vigneault, on parle de trouver quelques milliards et 4 milliards. Si on pense la suppression de l'ISF, par exemple, dont on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, c'est aussi de l'ordre de 4 milliards. Encore une fois, l'ordre de grandeur de ce qu'il faut trouver d'ici 2029, si on veut revenir à 3%, c'est 120 milliards. Si on fait ce que Pierre Moscovici appelle à faire ou François Villeroy-de-Galhau, ils disent de faire 1/3 via les hausses d'impôts et 2/3 via les dépenses. 1/3 via les hausses d'impôts, ça fait 40 milliards. Ça veut dire qu'il faut trouver 10 fois la suppression de l'ISF ou 10 fois. Alors, attendez, ce que Marc Vigneault vient de ça, dire. c'est pour revenir aux 3%. Tout le monde a bien compris, et nos téléspectateurs, que l'objectif des 3% sera sans doute repoussé. Oui. David Amiel. Je remercie d'abord François Girolf de remettre les ordres de grandeur. C'est très important parce que cet objectif d'une centaine de milliards d'ajustements à faire, pas évidemment en une année, sur plusieurs années, c'est pas pour respecter les règles européennes, la règle des 3%, c'est simplement pour stabiliser la dette publique en part du PIB. C'est ce qui avait été produit par le Conseil. On a bien compris qu'il va falloir trouver beaucoup de milliards, y compris dans les dépenses. Mais sur ce que vient de nous dire Marc Vigneault. On a beaucoup parlé des mesures dans le début de ce débat sur les riches, la fiscalité du capital, etc. Les réformes qu'on a faites ont coûté 4 milliards d'euros par an. Emmanuel Morel pense que ça n'a servi à rien. Je pense que ça a été utile pour notre économie. Et en tout état de cause, les remettre en question ne résoudrait en rien l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes. Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier. On est dans une cohabitation dite exigence, ce sont les mots de l'Élysée. Ça passe ou ça passe pas
pour le député que vous êtes, sur ces deux mesures-là, la politique de l'offre, qui est quand même un peu rabotée, et l'impôt sur les sociétés. Vous êtes prêt à voter, oui ou non? Il va falloir trouver une majorité dans cet hémicycle. Il faut qu'on ait une discussion sur les pistes précises. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Marc Vigneault et de l'opinion, mais je crois qu'on est précisément dans ce moment-là où on a besoin aussi d'avoir un dialogue avec le Premier ministre, qu'il annonce quelles seraient ses pistes de travail, ses orientations, qu'on ait un chiffrage des mesures. Il va les annoncer dans son discours de politique générale. Ce qui est pour moi extrêmement important, c'est que la classe politique française ne soit pas trop nombriliste dans le moment dans lequel on est, parce que c'est quand même un peu dans cette période-là dans laquelle on est rentré depuis le mois de juin. On est dans un moment où on a deux défis. On a cette question de l'ajustement budgétaire. Tous les pays autour de nous le font. Le Royaume-Uni, de Labour, de la gauche, de Keir Starmer, qui vient de gagner les élections, met en place un plan pour réduire les déficits. C'est pas parce que Bruxelles lui demande, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Mais le diagnostic, je crois que tout le monde l'a bien compris. Et puis, on a un défi très important de réindustrialisation, et donc une augmentation, par exemple, massive de l'impôt sur les sociétés. Vous dites attention, il faut garder l'attractivité. J'entends bien, mais vous ne me répondez pas. Au pire moment pour nous. Vous votez ou vous votez pas. C'est une hypothèse. On est sur un débat télévisé. Vous avez l'hémicycle. Juste, oui ou non, vous votez ou pas? Si demain, un gouvernement, quel qu'il soit, me disait on a une augmentation importante de l'impôt sur les sociétés, je voterai contre. Eh bien voilà, c'est très clair. Emmanuel Morel. Je reviens sur la question des exonérations de cotisations sociales. Je ne dis pas charge, moi je dis cotisations sociales, parce que c'est quand même du salaire différé. Moi je pense qu'on est allé beaucoup trop loin. Depuis François Fillon, mais ça s'est continué après, hein. Même hélas au début du quinquennat. Déjà. Mais oui, au Parti socialiste ici même à l'Assemblée il y a une dizaine d'années. Nous dénoncions les montants colossaux des exonérations avec des effets très limités. Moi, je pense qu'on peut trouver beaucoup plus que 4 milliards. Et plus largement, dans ce qu'on appelle les aides aux entreprises, de façon un peu indifférenciée, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez aller beaucoup plus loin, Emmanuel Morel, mais ceux qui nous regardent se disent, attendez, déjà, il faut trouver des compromis. Donc, sur ce qui est proposé, moi, je vous propose un compromis. Vous voulez aller plus loin ou vous êtes capable déjà de voter ce qui serait proposé? L'Inspection générale des finances, ce n'est pas des gauchistes, hein, ce n'est pas le NFP. Ils disent crédit impôt recherche pour les entreprises, 8 milliards d'euros, ce n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'effets d'aubaine, notamment pour les grandes entreprises. Voilà. Je vous propose une piste d'économie. Sur les aides aux entreprises, oui, la Cour des comptes elle-même, elle-même, elle dit ça va beaucoup trop loin. Donc là, il y a un gisement. Mais ça ne suffit pas. Il faudra augmenter à nouveau la fiscalité des ménages les plus aisés et revenir sur les largesses fiscales du pouvoir sortant. Dernière piste, parce qu'il faut quand même qu'on dise la vérité. Le problème, c'est quoi? C'est que notre croissance, elle est atone. Et quand on a une croissance de 1%, dès qu'on coupe dans les dépenses publiques, il y a un effet récessif. Donc ce qu'il faut faire, c'est investir dans l'avenir, avoir confiance dans l'avenir. Et là non plus, ce n'est pas un gauchiste qui le dit. C'est Mario Draghi. Mario Draghi. Super Mario. Non mais attendez, il parlait au niveau de l'Union et des 27. On fait une grande confusion, parce que Mario Draghi n'a absolument pas dit qu'il fallait mettre 800 milliards d'argent public par an. Il n'a pas dit argent public. Alors on ne va pas ouvrir ce débat sur le rapport de Mario Draghi. Il dit que les entreprises doivent investir 800 milliards. Il dit qu'il faut un investissement colossal pour rattraper le à l'échelle des 27 par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. C'est très important, c'est-à-dire qu'en réalité, le logiciel est en train de changer. Saisissons cette opportunité. Morel a raison, et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir à la fois l'investissement public et l'investissement privé. Alors attendez, parce que là, il y a un budget, et il faut écrire et il faut le voter, peut-être 149.3, sinon j'imagine que vous ne serez pas content. On va regarder du côté des Français. L'acceptabilité, elle semble plutôt à l'horizon lorsqu'on leur pose la question de la hausse d'impôts des plus riches. La pilule, elle est un peu plus dure à avaler pour les principaux concernés. Marion Becker s'est rendue à Neuilly-sur-Seine. Reportage. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Plus on gagne, plus il faut payer, il faut aider. Moi, je ne suis pas contre cette idée. Je pense que c'est un geste que tout le monde doit faire pour redresser les comptes de la France, oui, effectivement. Tous les gens qui ne payent pas d'impôts en France, les sociétés, entre autres, oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et les gens très très riches qui ont toutes les évasions fiscales de la Terre, parce que nous, on n'est pas pauvres, mais on n'a pas. Voilà. Si on est contraint et forcé, oui, mais sinon pas vraiment, non. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites. Voilà. Non, il y a peut-être d'autres moyens, il y a d'autres gadgets à faire pour pouvoir récupérer des fonds. Je ne suis pas inquiet quoi qu'il arrive, mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'on conserve les capacités de pouvoir investir et de pouvoir se développer. Et si la pression fiscale est importante, tous les gens vont partir.
Voilà, tous les gens vont partir. C'est important quand même, parce que ça, on peut le mettre au bilan d'Emmanuel Macron, l'attractivité, le retour des investisseurs, les enquêtes le montrent. François Gérolf, est-ce que c'est un véritable risque si la fiscalité sur les plus riches, on va le dire comme ça de façon un peu globale, est au rendez-vous? Je pense qu'on peut interroger quand même sur l'efficacité de la politique de l'offre jusqu'ici. Jean Pisani-Ferry, qui est un macroniste historique, qui avait fait le programme économique d'Emmanuel Macron, a quand même dit qu'il avait été déçu du point de vue de la politique de l'offre. Il s'attendait à ce que les baisses d'impôts amènent à plus d'activité économique, plus de productivité, et que on s'y retrouve en termes de recettes fiscales. Sur les investissements étrangers, notamment, la France est choisie, préférée parfois à l'Allemagne sur certaines industries, non? Oui, mais après, on peut aussi critiquer les investissements étrangers en se disant quand des entreprises américaines viennent sur le sol français, est-ce que ce serait pas mieux que ce soit des entreprises françaises qui aient les marchés? Enfin, c'est pas totalement évident que l'attractivité est forcément toujours une bonne chose, mais en tout cas, je pense que la politique de l'offre, il y a des rapports de France Stratégie, par exemple, qui montrent que la baisse de la fiscalité sur le capital, sur l'ISF, sur la flat tax aussi, dont on n'a pas parlé. La flat tax, vous pouvez résumer pour nos téléspectateurs. C'est le fait qu'on a diminué les impôts, en gros, sur les dividendes à 30%, donc on les a plafonnés à 30%, quel que soit le taux d'imposition de la personne qui touche les dividendes. Donc ça veut dire qu'avec des cotisations sociales à 12,8, vous passez à 18%. David Amiel, sur le bilan mitigé, selon François Gérolf, en matière de compétitivité, cette politique de l'offre n'a pas rapporté les fruits semés, autant d'investissements qu'escomptés. Moi, je le conteste beaucoup ce que dit François Gérolf. Il suffit d'ailleurs de regarder les grands chiffres macroéconomiques. On a un taux de chômage qui a baissé à un niveau absolument historique. On est quand même sorti de ce qui était la malédiction française. Avec une productivité en baisse. C'est-à-dire le chômage des masses qui, depuis 30 ans, accablait notre pays. On a eu effectivement ce regain d'attractivité qui est extrêmement important parce que les usines qui se développent offrent des emplois et des emplois souvent bien rémunérés aux personnes qui ont la chance de pouvoir y travailler, y compris dans des régions qui avaient été fracassées par la désindustrialisation, je pense notamment au nord et à l'est de la France. Mais la réindustrialisation ne se voit pas dans les chiffres. On a eu, et on voit d'ailleurs notamment cette année, des progrès nets en termes de commerce extérieur qui montrent ce début de réindustrialisation. D'abord, la désindustrialisation a été stoppée et maintenant on est dans une phase où on est en train de remonter la pente. Et je crois que donc l'impact sur l'attractivité est là pour vous, c'est une évidence. Marc Vigneault, quand on augmente les impôts sur le capital, sur les sociétés, évidemment ça fait rentrer des recettes fiscales nouvelles, mais ça envoie des signaux. Ça envoie des signaux aux marchés financiers qui nous regardent, ça envoie des signaux aux grandes entreprises multinationales. Est-ce que ça peut avoir un effet de freinage sur l'investissement ? Mais surtout, moi, je constate qu'il y a un discours qui se développe, qui serait que on se retrouve dans une situation de déficit public très élevé parce que Emmanuel Macron a beaucoup baissé les impôts et qu'il n'a pas financé ces baisses d'impôts. C'est vrai, en partie, mais ça n'empêche pas que ce qui dérive le plus, ce sont les dépenses publiques. Et alors, le rapport Wasmer-Bozio va être très clair là-dessus. À chaque fois qu'il y a une crise, les dépenses sociales en proportion du PIB augmentent et franchissent un palier et on ne revient jamais à la situation antérieure. Je suis désolé, mais par exemple, on prend les retraites, c'est 25% des dépenses publiques. Donc on peut s'amuser sur des petites masses et faire des débats à l'infini sur les impôts, mais les retraites, c'est 25% des dépenses publiques. Donc si on abroge la réforme, on est le pays d'Europe quasiment qui part le plus tôt à la retraite. Même avec les dernières réformes, on passe plus de temps que les autres à la retraite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être masochiste et dire aux gens, vous allez occuper des métiers pénibles, etc. Dans ce pays, on n'est pas capable de faire de la prévention de la pénibilité. Par exemple, les partenaires sociaux n'ont pas arrêté de dire pendant la réforme des retraites, il nous faut un fonds pour la pénibilité, il nous faut prévenir la pénibilité, faire des actions pour la pénibilité. À la fin, le gouvernement a fini par octroyer un fonds d'1 milliard d'euros pour la pénibilité. Les branches, les professionnels, le patronat, les syndicats dans chaque secteur économique devaient s'en emparer pour définir les métiers pénibles et financer des actions pour que ça soit moins pénible et adapter les postes, etc. Eh bien, il ne s'est strictement rien passé. Donc, souvent, on a un espèce de théâtre national où on demande des choses et puis à la fin, on vous met 1 milliard sur la table, 200 millions par an. Là, il y a 200 millions en 2024, très concrètement, qui étaient sur la table. Eh bien, devinez quoi, il y a 8 millions d'euros qui ont été dépensés. Emmanuel Morel, elle est pour vous cette de ce moment-là, analyse. Quand on fait ce genre de... Enfin, quand on voit ce genre de séquence, on se dit, là, on retombe à nouveau sur le débat fiscal. Rappelons
rappelons que c'est par la fiscalité que François Hollande a fait ses ajustements de déficit sans précédent. Hein. François Hollande, contrairement à ce qu'on pense, il a réduit le déficit énormément dans un contexte qui n'était absolument pas facile. Il l'a fait par les hausses d'impôts, ça a eu le même effet récessif sur l'activité que les baisses de dépenses. C'est à peu près les mêmes multiplicateurs. On peut débattre sur quelles dépenses, quelle l'ensemble des ménages. Hein. Emmanuel Morel, sur la question des dépenses publiques, c'est vrai que quand on regarde l'État, nos déficits, on s'est dit mais comment peuvent-ils porter cette abrogation de la réforme des retraites? Quand on analyse les masses de dépenses auxquelles correspond cette réforme, on se dit est-ce que c'est vraiment le moment? Et est-ce qu'à gauche, on ouvre ce débat des dépenses? Est-ce que vous aurez des propositions sur la baisse des dépenses? Oui, d'ailleurs, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Le crédit d'impôt recherche? Par exemple. Non, mais je pourrais multiplier les exemples. En fait, c'est une question de modèle. Les seules dépenses. Oui, ça, c'est des dépenses fiscales. Non. Les dépenses de fonctionnement de l'État, par exemple. Mais le problème, c'est aussi quel modèle social on veut. Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur, et je ne suis pas d'accord non plus avec monsieur Amiel quand il dit que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. On a gagné en attractivité, il y a plus d'industrie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises que cette année. Le Nord et l'Est sont fracassés. Il y a des territoires entiers qui sont défigurés. En 2020-2021, il y a eu 30% de faillites en moins pendant 3 ans. Quand vous parlez des investissements étrangers, moi, je suis désolé, mais quand c'est des Chinois qui viennent acheter des tares françaises ou des Américains qui viennent dans les secteurs stratégiques, je ne suis pas content. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été inlassablement un militant du Made in France et de la relocalisation industrielle. On a des désaccords sur quel modèle social on veut. Mais tellement de désaccords, Emmanuel Morel et David Amiel, qu'on ne voit pas comment ce budget pourrait trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on discutait des délocalisations d'entreprises françaises en Chine, au Maroc, dans d'autres pays, et maintenant on en est à débattre pour savoir si c'est une mauvaise nouvelle, si des entreprises étrangères viennent s'installer en France. Ça continue à délocaliser, mais en tout cas, on a quelques pistes. On a quelques pistes grâce à Marc Vigneault ce soir. Ce débat s'achève. On n'est plus à l'époque de François Hollande. On a quelques pistes. On verra si l'opinion avait bien travaillé sur les hausses d'impôts voulues. Moi, ma question, et c'est pour terminer, elle existe la majorité sur la fiscalité dans l'hémicycle. Le Rassemblement national n'est pas contre une hausse d'impôts sur les super-profits. Très clairement, le NFP non plus. Donc, vous serez au bloc central déterminant. Est-ce que vous pensez que sur ce volet-là, il y a une majorité dans cet hémicycle ? Chaque groupe politique se prononcera. Après, vous me direz est-ce que vous pensez que là, sachant que vous jouerez les arbitres, vous pourrez être au rendez-vous de ce vote ? Nous restons évidemment très attachés à la politique de l'offre et à la restauration des comptes publics. Donc c'est plutôt non. D'abord par une baisse des dépenses. Merci. On s'arrête là. C'est un marathon budgétaire qui va commencer. On a tout l'automne pour en parler. J'espère que vous reviendrez. Merci à tous les 4. Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes l'invité franc-parler ce soir pour évoquer l'onde de choc du procès des viols de Mazan, procès de société, procès de la masculinité. On peut dire certains procès qui interrogent aussi sur la définition légale du viol. Regardez, c'est dans l'invitation de Maïté Frémont. Interview, on vous accueille sur l'estrade juste après. Si on vous invite, Laurence Rossignol, vous, la sénatrice, ancienne ministre des droits des femmes, c'est pour avoir votre regard sur ce procès hors norme où la presse internationale s'y bouscule, tant l'affaire est retentissante. Partout en France, des rassemblements de femmes en soutien à Gisèle Pelicot. Après MeToo, on entend un peu plus la parole des victimes. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Car depuis 16 jours, cette femme, droguée pendant 10 ans par son mari, violée sous soumission chimique par plus de 50 hommes, avec l'accord de ce dernier, s'est opposée au huis clos de son procès. Il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Les accusés, des hommes de tout âge, de toute profession, décrits pour certains comme de bons pères de famille, des monsieur tout le monde, qui nous interrogent sur les relations entre les hommes et les femmes et la banalité du mal. En fait, j'ai mal au ventre parce que je crois que j'ai mal au bide en tant qu'homme. C'est peut-être le premier grand procès de la masculinité. 51 hommes accusés, dont 35 considèrent que l'acte sexuel qu'ils ont commis ne constitue pas un viol. Au cœur de leur défense, l'absence du mot consentement dans le code pénal. On n'est pas en droit américain, c'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Il faut, pour qu'il y ait un viol, que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Si l'auteur s'est trompé, s'est mépris,
La Cour de cassation dit toujours qu'il n'y a pas de viol. Il y a une hypocrisie qui dit que peut-être il faudrait que l'homme décide lui-même que c'est un viol. C'est une absurdité totale. Au-delà des crimes jugés, la violence de la culture du viol se dévoile, tout comme les failles de la loi. Tout acte de pénétration sexuelle, tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Aucune notion de consentement, donc, ne figure dans nos textes. Rebonsoir Laurence Rossignol. On sent tous que ce qui se déroule au sein de cette cour criminelle d'Avignon est un procès pour l'histoire. De quoi est-il le nom, à vos yeux ? Alors, on dit depuis quelques jours, c'est le procès du patriarcat, c'est le procès de la culture du viol, c'est le procès de la masculinité ou peut-être du masculinisme, qui est la version politique, offensive de la masculinité toxique. C'est surtout, et avant d'être le procès, c'est un moment de découverte, je pense, pour bon nombre de Français, de ce qu'est la réalité des violences sexistes et sexuelles, et en particulier des viols et des agressions sexuelles. En fait, les gens découvrent que les violeurs ne sont pas simplement des tueurs en série exceptionnels, des monstres. Ce n'est pas des monstres, c'est juste vos voisins. Ce n'est pas le procès de monstres et de quelques 50 complices. Il y a une affreuse banalité du mal, c'est ça ? Oui, dans ce procès qu'on découvre. Une banalité du mal. Mais en fait, je pense que d'abord, l'impact de ce procès est très très important. Et je pense que la moitié de la population française, en particulier les femmes, sont quasiment en syndrome post-traumatique. C'est-à-dire qu'on devrait presque accompagner les femmes qui, en fin de compte, découvrent ce qu'elles savent déjà un petit peu, c'est que les violeurs ne sont pas des êtres exceptionnels, que les hommes en qui elles ont une totale confiance peuvent les tromper et abuser d'elles. Et en même temps, il y a toujours un aspect positif dans ce discours, c'est qu'en fait, les femmes qui ont vécu des viols, qui ont vécu des agressions sexuelles, se disent en fait, c'est pas moi qui suis la cause de tout ça. Vous savez, le viol est exceptionnel dans sa compréhension sociale et judiciaire et politique. Le viol est le seul crime qui met en accusation la victime. C'est le seul crime dans lequel la victime se sent davantage coupable que l'auteur. Et là, il y a quelque chose il y a une vertu, dirais-je, et les femmes se disent, en fait, ce que l'on vit, c'est pas nous qui sommes, c'est pas moi personnellement qui suis responsable. On avait déjà un peu commencé ça avec MeToo. On avait bien commencé avec MeToo, où les femmes avaient pris conscience que les agressions sexuelles au travail, dans la rue, en fait, n'étaient pas liées à leur tenue, la manière de se comporter, mais que c'était en gros le lot de toutes les femmes. Oui. Et voilà. Gisèle Pellico l'a redit aujourd'hui à la barre. Elle se sent la coupable face à ces 51 prévenus dans le box qui agissent comme des victimes dans la manière dont ils se défendent. C'est un procès qui soulève des questions vertigineuses, philosophiques, sociétales, médicales aussi. Comment expliquer que les gynécologues, que les neurologues que Gisèle Pellico a consultés n'aient rien pu détecter? On a l'impression que la soumission chimique, personne ne sait la reconnaître dans notre pays. D'abord parce qu'elle est à tabac bruit. Elle est en dessous de la ligne de flottaison de la conscience. On ne l'imagine pas. Et c'est vrai que bon nombre d'entre nous, quand on a découvert cette affaire il y a plusieurs mois, quand elle a été rapportée par Le Monde à l'époque, on était sidérés. Moi, je me rappelle avoir dit, je pensais tout savoir et avoir déjà tout vu, tout lu sur ce que les hommes peuvent infliger aux femmes. Celle-là, j'y avais pas pensé. Donc, non mais c'est vrai, la soumission chimique, elle n'est pas dans notre paysage. Elle l'est un petit peu avec le GHB, avec les dangers auxquels sont exposées des jeunes femmes en soirée, avec la drogue du violeur. Mais qui aurait imaginé que le père de ses enfants, le mari, l'homme avec qui on vit depuis des dizaines d'années, puisse lui-même recourir à la soumission chimique. Mais en fait, ce que ce procès nous dit est très utile, à mon sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Gisèle Pellico est aujourd'hui une femme qui incarne quelque chose, qui porte quelque chose dans lequel nous toutes nous mettons beaucoup d'affect, beaucoup de soutien. C'est un peu comme les grands procès de Gisèle Halimi, que Gisèle Halimi avait conduit. Ça nous dit une chose, c'est que en fait, notre société est extrêmement tolérante à l'égard du viol. Ce que ça nous dit, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas compris encore ce qu'est un viol. Et que la question du consentement, qui va revenir régulièrement, vous allez y venir, mais ce que ce procès nous dit aussi,
c'est que les femmes peuvent être solidaires entre elles dans ce moment-là. Et moi, je suis assez... Donc il y a des raisons d'espérer, malgré très émue cette par les manifestations, les soutiens et ce que ça porte. Et pour les hommes, c'est important aussi. Alors on en vient à cette question du consentement. Les accusés disent à la barre, on ne voyait pas où était le premier problème puisque le mari était d'accord. Alors déjà, cette idée que le consentement Gisèle Pelicot pourrait exister par délégation de Dominique Pelicot, son mari, ça en dit très très long, sur même la capacité à s'aveugler sur l'existence de la violence conjugale, des viols au sein d'un couple. Ce que ça nous dit surtout, c'est que la culture patriarcale fonctionne sur quelques postulats. Le premier étant la hiérarchie des sexes. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. La domination des femmes par les hommes et la dépossession de leur corps. Et cette dépossession de leur corps, elle structure toute l'histoire du patriarcat. Et elle a plusieurs facettes. Il y a quelques mois, on parlait de la constitutionnalisation de l'IVG. De quoi était-il question? Que les femmes possèdent leur corps et leurs fonctions reproductives. De quoi parle-t-on dans le procès Pelicot? D'une femme qui a été dépossédée de son corps, et non seulement elle a été dépossédée, mais quelqu'un d'autre en a pris possession et d'un certain point de vue l'a mis à disposition. Il l'a mis à disposition. Donc on est vraiment dans le paroxysme de ce que le patriarcat peut produire comme culture, comme idéologie en matière de dépossession de leur corps pour les femmes. Alors la notion de consentement n'existe pas dans la loi. Nulle part dans le code pénal sur ce crime de viol n'est écrit noir sur blanc ce que c'est que le consentement. Le mot n'existe pas. Je ne savais pas que je violais, répètent les prévenus dans le box des accusés. Sous-entendu, je n'en avais pas l'intention. Je pensais que la victime était consentante. Elle avait les yeux fermés. Est-il normal que la charge de la preuve du consentement revienne à l'accusé ? On entendait Hélène Devinck, la journaliste, qui va devoir affronter Patrick Poivre d'Arvor dans un procès à venir, dire au fond, c'est comme si le violeur décidait ce que c'était qu'un viol. Est-ce qu'il faut réécrire la loi? Est-ce qu'il faut introduire le consentement dans la loi? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de débat, de réflexion et de débat. Il y a un niveau citoyen, moral. Quelle est la morale que nous devons développer? Et puis, il y a le deuxième niveau, c'est celui de la rédaction du code pénal. Aujourd'hui, on fonctionne sur l'idée qu'en fin de compte, toute femme est présumée consentante. Dans le quotidien de sa vie. Et devant la justice, elle est aussi présumée consentante puisqu'il lui revient d'apporter la preuve de la contrainte, la menace, la violence, la surprise ou aussi la contrainte morale, dit l'article suivant du Code pénal. Donc le premier travail qu'on a à faire, c'est un travail d'éducation des hommes. Non, une femme n'est pas consentante quand elle est inerte. Non, une femme n'est pas consentante quand elle est sidérée, quand elle ne crie pas, quand elle ne résiste pas. Quand elle a bu, par exemple, quand elle est ivre, elle n'est pas consentante. Parce que, en fait, l'idée qui est sous-tendue par les avocats des prévenus, c'est que le viol nécessite forcément de la violence. Et à défaut de violence, c'est toujours l'histoire, elle ne s'est pas débattue. Elle ne s'est pas débattue. Et donc, on est d'abord dans le volet éducatif, et ce qui se passe avec ce procès est extrêmement important, et franchement, le choix qu'a fait Gisèle Pelicot de refuser le huis clos fait de ce procès un procès édifiant. Et puis après, est-ce qu'il faut modifier le code pénal? Alors, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut écrire cette absence de consentement dans la loi? Est-ce qu'il faut définir ce que c'est que le consentement? Ça va être très difficile à définir. Ça va être très difficile. Moi, j'ai tendance à penser que, telle que la loi est rédigée aujourd'hui, elle permet de sanctionner et de condamner beaucoup d'auteurs de viols. Mais vous l'avez dit vous-même, quand la victime est inerte, ne résiste pas, ne se débat pas, qu'elle est sidérée, qu'elle est parfois dans une forme de dissociation d'elle-même, le juge, en général, considère les juges retiennent la surprise aussi dans ce cas-là. Les juges retiennent aussi la surprise, c'est-à-dire qu'elle a été surprise, et c'est le cas qui peut être retenu dans pour le procès de Mazan. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer d'une présomption de consentement à une présomption de non-consentement. Il faut arriver à trouver une rédaction, mais surtout une pratique de la justice, et surtout une compréhension collective. Les femmes portent peu plainte, parce qu'elles savent qu'elles vont se faire hacher menu au tribunal, mais aussi parce que la sexualité du viol est considérée comme normale. C'est ça qu'il faut avoir en tête et qu'il faut faire bouger. Sinon, le viol n'est pas normal.
Et aujourd'hui, ce qu'on entend chez ces hommes, c'est que c'était normal, en fait. Et tout le contexte dans lequel on est, toutes les représentations qu'on a, font en fait du fait de forcer, de demander, de quémander, la norme de la sexualité. Donc, si je vous comprends bien, la sénatrice que vous êtes pense que c'est la société qui doit bouger par de l'éducation, de la formation, plus que la loi elle-même? Je pense que les deux bougent toujours ensemble. La société fait bouger la loi et la loi sanctuarise les évolutions de la société. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une demande forte que la question du consentement soit inscrite dans la loi. Est-ce qu'il faut totalement détricoter le code pénal ou est-ce qu'il faut peut-être tout simplement définir ce qu'est le viol? La loi explique ce qu'est le viol dans une rédaction assez technique, en fait. C'est une pénétration avec contrainte, menace, violence ou surprise. Peut-être il faut commencer par dire le viol est un acte sexuel sans consentement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un viol? C'est à chaque fois qu'une femme n'est pas consentante, c'est un viol. Après, il faut aussi faire confiance à l'évolution de la justice. Et moi, je note quand même que la justice évolue. Elle retient aujourd'hui des critères, des approches qui n'étaient pas le cas il y a 5 ans ou 10 ans. On aura ce débat sur le consentement. Il y a une mission parlementaire, d'ailleurs, qui a été arrêtée à cause de la dissolution. Qu'on aura quand même les travaux. Moi, je pense que sur le viol, il faut faire bouger un certain nombre de choses parce qu'il y a d'autres trous dans la raquette. Il n'y a rien sur les viols sériels. Que vous ayez violé 1 ou 20 femmes, c'est la même sanction. Il n'y a rien sur la sédation, justement, il faut préciser, ça doit être des circonstances aggravantes du viol. Donc il faut reprendre cet article. Il faut reprendre cet article. Pénal. Moi, je serais plutôt pour l'enrichir que pour le détricoter. Qu'est-ce que vous répondez au garde des Sceaux démissionnaire, Éric Dupond-Moretti, qui dit attention, la mise en garde sur un glissement vers une contractualisation à l'américaine des rapports sexuels, que les femmes signent un document qui prouve leur consentement. Cette mise en garde est-elle justifiée ou pas si on allait vers inscrire le consentement dans la loi? Déjà, cette histoire de contractualisation à l'américaine, vous en avez vraiment entendu parler du fait qu'aux États-Unis, les gens sont obligés de produire des contrats écrits comme non, quoi ils ont accepté d'avoir une relation sexuelle. Ça, c'est comme l'histoire aux États-Unis. Vous savez, les hommes ont pu monter dans les ascenseurs avec les femmes. Ils ont peur d'être ensuite accusés d'agression sexuelle. Tout ça, c'est des fantasmes de Français. Non, la question n'est pas celle de la contractualisation. La question, c'est que la justice puisse sanctionner les prévenus et protéger les victimes et que notre société rompe justement avec cette culture du viol. Donc, pour conclure sur cette affaire de consentement, il faut que la loi évolue. J'ai moi-même déposé une proposition de loi il y a plusieurs mois pour créer plusieurs circonstances aggravantes nouvelles en matière de viol. Et d'autre part, il faut très probablement introduire dans le code pénal tel qu'il est aujourd'hui cette notion, cette définition du viol, une relation sexuelle non consentie. Merci beaucoup. Voilà. Merci Laurence Rossignol. Vous reviendrez, je l'espère, nous parler de cette future proposition de loi. Tout de suite, c'est la question qui fâche avec nos chroniqueurs qu'on accueille. Je pars par là. Au revoir Myriam. Et une nouvelle bande, un nouveau duo tir croisé ce soir avec Richard Verly du quotidien suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir Myriam, plaisir de vous retrouver. Et Mickaël Darmon. Bonsoir. Heureuse retrouvaille aussi entre nous, Mickaël, éditorialiste politique à I24 News. Installez-vous, affûtez vos arguments. Voici la question qui fâche, signée ce soir par Clément Perrault. Pour la question qui fâche d'aujourd'hui, c'est notre voisin allemand qui nous a tout soufflé. À Berlin, la coalition de gauche au pouvoir vient de prendre une mesure inattendue, rétablir une pratique presque devenue anachronique en Europe, les contrôles aux frontières. Motif officiel, renforcer la sécurité intérieure face à une menace terroriste accrue. Le 23 août, à Solingen, une attaque mortelle au couteau a marqué les esprits, perpétrée par un réfugié syrien en situation irrégulière. Cela permet de limiter davantage l'immigration irrégulière et de se protéger contre les graves dangers posés par le terrorisme islamiste et la grande criminalité. Motif officieux, répondre à la poussée du parti d'extrême droite AfD, arrivé il y a quelques jours en tête des élections régionales du Thuringe, dans l'est du pays. Ce virage pris par la coalition de gauche fait en tout cas réagir, non sans sarcasme, le très conservateur Premier ministre hongrois, Viktor Orban. L'Allemagne a décidé d'imposer des contrôles stricts à ses frontières pour stopper l'immigration illégale. Chancelier Scholz, bienvenue au club.
En France, la décision allemande n'a pas manqué d'attirer l'attention du Rassemblement national. Évidemment, nous devons durcir le contrôle aux frontières, enfin plus durcir, le ramener. Vous savez, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont pour ce que nous appelons la double frontière, c'est-à-dire la frontière européenne et nos frontières nationales. Rétablir ces contrôles pourrait être une tentation pour le gouvernement Barnier. Le nouveau Premier ministre n'a-t-il pas parlé de frontières passoires dès le lendemain de sa nomination ? Notre question qui fâche, la voilà. La France doit-elle, elle aussi, rétablir les contrôles à ses frontières ? Richard Verly, c'est pas n'importe quel pays, l'Allemagne, un pays fondateur de l'Union européenne, première puissance économique des 27. Elle va faire école, elle peut faire école. Cette décision, doit-elle faire école ? Oui, elle peut faire école. Elle peut faire école parce que c'est l'Allemagne, vous l'avez dit, parce que c'est un chancelier social-démocrate à la tête d'une coalition avec notamment des écologistes. Donc oui, un certain nombre de gouvernements, et d'ailleurs les réjouissances de Viktor Orban ne sont pas du tout anodines, ça peut faire école. Marine Le Pen ressort déjà sa double frontière. Parce que ça vient d'Allemagne. Est-ce que c'est la bonne manière de prendre en main le problème de l'immigration, et notamment de l'immigration illégale ? Moi, je dirais seulement une chose, les éventuels immigrants illégaux qui ne pourront plus franchir la frontière allemande, ils iront où, à votre avis ? Ils resteront donc dans d'autres pays européens, à commencer par la France. Donc ça n'est pas efficace. Ça n'est pas efficace, ça ne fait au mieux pour que lutter contre l'immigration illégale. C'est-à-dire que les immigrés qui seront refoulés, ils attendront la prochaine occasion de passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est maintenant des mesures qui permettent d'avoir d'envisager un calendrier un peu plus à long terme que simplement la fermeture temporaire des frontières. Oui, il y a un pacte, asile-immigration, dont on a vachement parlé pendant la campagne des européennes, et en même temps, le chacun pour soi, pas de coordination. Est-ce qu'elle est lourde politiquement, cette décision ? Est-ce que c'est un tournant ? Elle est surtout dans les clous, mais suspendre l'immigration, rétablir des contrôles plutôt aux frontières temporairement après un événement dramatique, c'est dans les accords de Schengen qui prévoient le fait que l'on puisse établir des contrôles. On l'a fait en France après le Bataclan. Covid. On le fait à chaque fois qu'il y a un événement. Donc là, on est dans ce cadre-là. L'Allemagne n'a pas annoncé qu'elle revenait sur les accords de Schengen. Elle a dit « je rétablis en ce moment pour éviter effectivement que l'on ait encore une menace terroriste ». Donc on est... Alors tout le monde après, évidemment, instrumentalise, Orban et le RN et tout ça, et on se dit « ça y est, ça fait école ». Mais la réalité, c'est que c'est pour l'instant la bonne décision. C'est totalement dans les clous des traités. Absolument. En même temps, quand on regarde, il y a les Pays-Bas, il y a la Suède, le Danemark, on connaît sa politique migratoire. Donc il y a d'autres pays qui l'ont fait avec l'Allemagne, et à chaque fois, c'est pour des raisons politiques. Donc ça veut dire que même si on n'est pas dans l'efficacité, puisque vous l'avez bien dit, Richard, c'est temporaire, et en plus, c'est aléatoire, ces contrôles, on est dans la politique, mais la politique, c'est la démocratie, c'est les élections derrière. Évidemment, mais les pays que vous avez cités ne sont pas des pays de première arrivée des migrants. Et donc moi, la question, j'essaye de répondre à la question qui nous est posée, est-ce que la France devrait le faire ? Non. Non, la France pourrait le faire. La France pourrait le faire, et peut-être d'ailleurs que Michel Barnier va y réfléchir, peut-être que ça va lui sembler un bon argument politique. La réalité, c'est qu'à partir du moment où vous refoulez des gens, la vraie question, c'est comment vous faites. Vous les avez refoulés, et ensuite, si vous êtes allemand, vous les refoulez en France, la belle affaire, ils vont rester en France. Si vous êtes français, vous les refoulez où ? Dans la mer ? C'est ce sujet-là qu'il faut prendre en main. Autrement dit, on ne ferme pas les frontières sans s'interroger et prendre des mesures sur les conditions du refoulement ou de l'accueil, parce que je rappelle qu'une frontière, c'est pas seulement fait pour refouler, c'est aussi fait éventuellement pour accueillir. Oui, le nombre de naufragés en mer de migrants méditerranéens dans la Manche a battu des records à nouveau, Michael Darmon. C'est vrai, mais c'est pas la France qui doit le faire, c'est l'Europe qui doit le faire. Parce qu'effectivement, il y a un problème général. On le voit bien qu'il y a un problème général avec les flux migratoires. On le voit dans tous les pays. Et chaque pays rétablit et apporte sa propre solution politique par rapport à ses marqueurs personnels. Vous savez, en France, c'est connu. Hein, quand la droite n'a rien à dire, elle dit qu'il faut suspendre Schengen. On l'a vu en 2012. Hein, on peut vous raconter ça. Nicolas Sarkozy n'avait aucune idée du programme qu'il allait présenter en 2012. Et ses conseillers lui disent on va faire suspension de Schengen. C'est parfait. Marqueur de droite, ça coche les cases. La salle applaudit, Villepinte est en feu, mais en réalité, ça n'a aucune espèce d'efficacité politique, parce que c'est l'Europe qui doit à un moment donné se saisir de la situation politique nouvelle. La question, c'est est-ce que ça marche, la solidarité européenne ? Parce que tout le monde comprend bien que c'est aux frontières extérieures de l'Europe que la question migratoire peut être traitée, mais quand on voit que tout le monde fait du chacun pour soi, on peut douter aussi
de cette politique au niveau des 27 ? Alors, il y a ce pacte asile-immigration qui a été voté, adopté, qui commencera à entrer en vigueur en 2026, qui marque déjà des avancées en termes de solidarité. Mais là où il n'y a pas de solidarité, il faut quand même le dire, c'est sur les mesures les plus dures, c'est-à-dire sur le refoulement. Qu'est-ce qu'on fait de gens dont on ne veut pas, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas qualifiés pour s'intégrer dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on en fait ? Et de ce point de vue-là... Alors, il y a la Convention de Genève qui interdit tout refoulement à la mer. Oui, absolument. Donc de ce point de vue-là, et je l'avais déjà dit ici, moi je pense que la voie qui est en ce moment explorée par l'Italie, où s'est d'ailleurs rendu récemment le Premier ministre britannique avec ses camps de transit ou de refoulement en Albanie, c'est peut-être une option qu'il faudrait regarder de plus près, parce que l'Albanie, c'est un pays candidat à l'Union européenne. On a donc un levier sur ce pays en termes de droits de l'homme, en termes d'économie, qu'on n'a absolument pas sur le Rwanda, où M. Scholz, le chancelier allemand, veut maintenant envoyer ses migrants comme l'avaient imaginé les Anglais. L'Albanie, ça peut tenter Barnier ? Oui, on ne sait pas, sûrement, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point maintenant, Giorgia Meloni, c'est un peu la bande-son et le showroom de ce qu'il faut faire en termes d'immigration en Europe. Ça veut dire aussi que c'est une évolution. En disant ça, vous prenez acte, effectivement, d'une évolution politique, d'une évolution des mentalités en Europe et de, quelque part, la faiblesse de l'Union européenne vis-à-vis de ce problème. On est dans une ère post-mondialisation, c'est beaucoup moins heureux qu'on l'avait imaginé par le passé, et il y a effectivement des problèmes à régler vis-à-vis également de la Turquie qui joue avec ses migrants, vis-à-vis de tous les pays qui exercent également une pression migratoire. Et là, il y a une naïveté de l'Union européenne qui se prétendait être la grande, au fond, commission géopolitique et de la maturité européenne. Ça n'est pas le cas. Impuissance et naïveté de l'Union européenne, vous êtes d'accord ? Ce pacte, il va être appliqué en 2026. À partir de 2026. Il y aura des pénalités financières si vous ne prenez pas votre part à la solidarité dans la répartition, pour soulager les pays de première entrée. Ça sera un test, en fait. Ce sera un test. Moi, je ne pense pas que l'Union européenne soit naïve. Je pense que simplement l'Union européenne, elle fait avec des États membres qui, en la matière, n'ont pas décidé ensemble de prendre le problème à bras-le-corps de la même façon. Parce que M. Orban, sa solution, elle est simple. C'est les immigrants chez vous, pas chez moi. Mais ça, c'est pas européen. Comment voulez-vous bâtir une Union européenne avec des États membres comme ça? Donc ce qu'il faut, c'est que les États membres sur un certain nombre de solutions, et je le répète, je ne dis pas que c'est une solution, mais l'option albanaise pourrait être une piste, il faut se mettre d'accord, par exemple, pour ouvrir, d'ailleurs, on l'avait dit, des camps de transit, d'accueil, mais qui seront aussi des camps de refoulement aux portes de l'Union européenne, mais ça, il faut le faire ensemble. À 27. Le mot de la fin, Mickaël Darmon, vous qui observez depuis des années notre vie politique française, Michel Barnier, c'est quoi sa religion en matière migratoire ? Il a été l'homme de la négociation du Brexit, du compromis. En même temps, il a tapé très fort avec son moratoire sur l'immigration dans la primaire de droite. Que pense-t-il sur le sujet ? Je dirais que pour l'instant, il doit surtout repousser le flux migratoire des LR qui veulent tous rentrer au gouvernement. Et de ce point de vue-là, il n'est pas encore rendu. Avant d'avoir sa propre religion sur ce qu'il pourra faire, il faudra le faire avec les troupes qui seront autour de lui et elles ne sont pas encore composées. Merci. Les amis, vous reviendrez. Merci. Si j'ai bien compris, la France ne doit pas copier l'Allemagne et vous avez de bons arguments pour ça. C'est au niveau européen. Vive l'Europe, vive nos chroniqueurs. Dans la nouvelle formule de Ça vous regarde, pour voir ou revoir cette émission, il y a la chaîne YouTube d'LCP ou le podcast de Ça vous regarde sur toutes les plateformes d'écoute. Très belle soirée documentaire. Jean-Pierre Graffien, à demain.